bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce beau théâtre pour cette déjà troisième soirée des rendez-vous de demain, avec un thème ce soir qui nous concerne tous. La question est courte, mais très ouverte. Quelle santé pour demain ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous qui étaient là le mois dernier, nous avons parlé des grands enjeux qui concernent l'humanité aujourd'hui, et notamment à travers les manipulations génétiques et le cap que l'humanité est en train de franchir. Certains disaient qu'on est peut-être sorti du darwinisme, ça fait un moment qu'on en est sorti en réalité, la nature elle-même d'ailleurs. Mais bon, c'est la première fois que l'homme est capable d'intervenir au niveau de l'ADN, de rajouter des lettres, de modifier toutes sortes de choses, et Dieu sait ce que nous deviendrons, et dans quel monde, et pour qui. Est-ce qu'il y aura des médecines à deux vitesses? Est-ce que nous saurons partager la connaissance? Est-ce que nous donnerons toutes les chances de guérison à tout le monde? Ce sont quelques-unes des questions que je poserai ce soir à vous, madame. Bonsoir. Madame Carla Malouf-Obermeyer, qui est épidémiologue, qui est anthropologue de la santé, qui enseigne à l'Université américaine de Beyrouth, mais qui a travaillé à Harvard avec l'Organisation mondiale de la santé. Et à côté d'elle, Dominique Marinaki. Bonsoir, monsieur Marinaki. On dit toujours monsieur à un professeur en médecine, il paraît. Hein. Ça se fait toujours ou pas ? Oui, ça le fait aussi. Qui est professeur de médecine, cancérologue, président de l'IMERA. Et vous savez que c'est grâce à l'IMERA que ces soirées peuvent avoir lieu. Et à tous ces chercheurs qui, d'ailleurs, c'est aussi votre cas, madame, tous ces chercheurs venus du monde entier qui sont en résidence à l'IMERA et dont les travaux nous intéressent tous parce que ce sont les rendez-vous de demain du monde qui nous attend. Vous avez dirigé, Dominique Marinaki, aussi l'Institut, et vous y travaillez encore, l'Institut Paoli-Calmette. Vous avez créé l'unité de greffe osseuse. Vous avez aussi travaillé sur l'immunothérapie, des étapes très très importantes en matière de lutte contre le cancer. Vous avez mis en œuvre le plan cancer. Vous avez dirigé l'Agence nationale de sécurité du médicament. Autant de choses qui vont permettre d'éclairer un peu la question de quelle santé pour demain. Mais j'ai envie de commencer avec ça. Vous avez tous les deux un point commun. Vous avez un point commun. Vous, madame, l'anthropologue que vous êtes, qui a été sur le terrain, ne dissocie jamais les pathologies et le contexte, le pays, la culture. Et vous, le cancérologue, vous avez un thème de recherche qui est l'aspect sociologique du traitement des cancers. Commençons par l'approche anthropologique. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience du fait qu'il faut impérativement tenir compte, encore une fois, du lieu où l'on se trouve, des cultures, des comportements, des modes alimentaires, enfin... Vous avez tout à fait raison, le contexte est primordial. Qu'on parle du contexte épidémiologique, c'est-à-dire à quel danger s'exposent les gens du fait de là où ils habitent. Et on sait que ces dangers ne sont pas aléatoires, ils suivent des forces socio-économiques certaines. Et de même, l'accès aux soins et la qualité des soins qu'on a aussi dépendent beaucoup du contexte où on est. Si on regarde à l'échelle mondiale, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de santé mondiale à l'OMS et là je continue à faire partie de différents groupes qui se penchent sur cette énorme somme de données que nous avons aujourd'hui pour prendre le pouls de la santé dans le monde. Et il y a un institut qui est basé à Seattle, là où Dominique a passé quelque temps, c'est le Institute of Health Metrics and Evaluation, qui travaille sur un énorme projet qui s'appelle le Global Burden of Disease, la charge de maladies dans le monde. Et on a une énorme somme de données qui nous disent comment on va. Alors, le premier point, c'est que nous allons beaucoup mieux. Dans le monde... Enfin, les bonnes nouvelles. Oui, mais c'est-à-dire que c'est vraiment documenté, c'est frappant. On voit l'espérance de vie qui passe de 58 ans à peu près, ou 53 ans plutôt, jusqu'à 68 ans. Ça, c'est à l'échelle mondiale, mais avec pas mal de pays où l'espérance de vie est 80 ans ou plus. Est-ce que ça veut dire, pour l'anthropologue que vous êtes, avant même l'épidémiologue, est-ce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui penser la médecine
dans une géométrie globale, dans une géométrie, j'allais dire planétaire? Bon, il y a la réponse simple à votre question, c'est que nous respirons la même atmosphère. Si ça pollue en Chine ou ça pollue au Bangladesh ou en Inde, ce n'est pas limité à l'air, à l'atmosphère d'un pays. Donc c'est sûr qu'on est tous liés. Si on pollue en Amérique ou en Europe, on pollue moins, c'est presque, à l'échelle mondiale, il faut s'accorder parce que tout le monde est exposé au risque. Ça, c'est la réponse simple. Mais il y a une réponse plus complexe, c'est que, il y a une autre partie de la réponse simple, c'est que les maladies voyagent. Et maintenant, avec les transports qui rapprochent toutes sortes de pays, on peut avoir des maladies qui apparaissent en Extrême-Orient et qui arrivent assez vite dans les pays riches du Nord. Donc il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ça, comme Global Health Security, la sécurité mondiale sanitaire, il faut s'en préoccuper. Ça, c'est les réponses, si vous voulez, un peu pratiques. Mais il y a des réponses qui sont éthiques et des réponses qui sont à un autre niveau, qui disent qu'on doit vraiment se préoccuper du contexte de la planète tel qu'il est. Alors, déjà un point très important, on voit l'importance du contexte et on voit aussi désormais l'approche différente et plus globale que peut avoir le médecin dans le monde où il vit. Mais le cancérologue et l'approche sociologique, qu'est-ce que ça signifie pour vous, le médecin que vous êtes, quand vous êtes face à un patient atteint d'une maladie terrible qui reste inquiétante et grave, qui est le cancer? Qu'est-ce que c'est que l'approche sociologique? Alors, d'abord, il ne faut pas être surpris, parce que la médecine n'est pas une vraie science. La médecine, c'est un service de l'humain à l'humain. C'est transférer des connaissances pour améliorer la santé humaine. Et lorsqu'il s'agit de cancer, il faut connaître le cancer dans son contexte de l'individu, de son environnement, pour essayer de mieux le cerner et mieux le prendre en charge et le soigner. Et la bonne nouvelle de notre siècle, quand même, c'est qu'on a une accélération des connaissances qui est sans précédent, c'est-à-dire qui nous rapproche vers des choses extrêmement humaines. On en a parlé pour la génétique, nous sommes tous des individus et on se rapproche vers une individualisation de notre tolérance à la maladie, de notre tolérance à l'environnement. Et donc le médecin dispose maintenant d'outils qui sont fantastiques pour pouvoir transférer des connaissances à la spécificité d'une maladie d'une personne, d'un groupe de personnes ou de groupes de personnes dans un certain environnement. Donc, par rapport à la question sur l'humain, nous y sommes. Alors, qu'est-ce qui touche, comment on étudie bien l'humain? Il ne faut pas ignorer, à l'évidence, ni la sociologie, ni l'économie, ni la culture globalement. Mais les connaissances, elles, c'est du dur. Elles doivent se transférer de la même façon et en s'adaptant à la société. Et moi, je suis de tempérament plutôt optimiste et conquérant, ce qui signifie que grâce aux nouveaux moyens de transfert, de communication, on peut maintenant agir très très fort sur la totalité de la planète ou des personnes qui souffrent. Et ça suppose des adaptations qui sont considérables. Comment? Grâce aux nouveaux moyens de communication, grâce aux réseaux sociaux, où on peut très vite connaître et très vite agir et très vite corriger. Mais le grand changement, c'est que, comme vous le dites à l'instant, vous agissez pour les personnes, mais vous agissez surtout maintenant avec les personnes. C'est-à-dire que le malade qui est en face de vous devient votre partenaire. D'un certain point de vue, à l'intérieur de certaines limites, bien entendu. Tout à fait. Et ça même c'est même nommé dans la loi française, ça s'appelle la démocratie sanitaire. C'est-à-dire les droits des personnes, les droits de savoir. Parce que quand on sait, on peut. Quand on ne sait pas, on subit. Les droits de ne pas savoir aussi, bien sûr, si on ne veut pas savoir. Donc, on a en face des personnes avec lesquelles on va présenter nos connaissances et nos ignorances, et pour leur permettre d'arbitrer au mieux ce qu'on appelle une décision. Alors, il y a 3 types de décisions. Il y a la décision consumériste. On a affaire à des personnes qui disent « je veux que vous me fassiez ça ».
bon, c'est pas vraiment le rôle de la médecine que d'obéir à des services. Il faut essayer de travailler pour le bien de la personne. Il y a une décision qui peut être paternaliste. C'est le médecin qui sait tout, soi-disant, et qui dit vous devez faire ça, sans tenir compte de la personne, de sa volonté, de son contexte. C'est complètement idiot. Et puis il y a la situation normale et idéale qu'on appelle la décision partagée, où on s'adapte. Donc dans ce transfert de connaissances, la grande révolution, franchement, c'est une nouvelle relation individuelle, de démocratie participative, individuelle et aussi collective. Parce qu'on sait bien qu'à titre individuel, nous sommes encore plus inégaux, et en particulier lorsqu'on est malade. Et c'est bien aussi qu'il y ait des représentants, des gens qui vous défendent, qui présentent d'autres options. Puis au final, on tranche ensemble. Bien sûr. Mais ça me donne l'occasion. Vous savez, quand on prépare une conversation comme celle de ce soir, il faut se documenter un petit peu. Et donc, j'ai lu tous les articles qui vous sont consacrés. Et, madame, j'ai trouvé dans l'un des thèmes qui faisait état de votre travail, une de vos phrases qui m'a un petit peu alarmé. Vous avez parlé de la contestation de l'autorité médicale. Et je me suis dit, oulala, ça contester l'autorité médicale, c'est un peu inquiétant. Et en fait, j'ai fait un total contresens. Vous dites, c'est la très très bonne nouvelle. On est sorti de la verticalité du pouvoir, qu'il soit politique, culturel ou scientifique, et on est entré dans l'horizontalité aujourd'hui, des réseaux et autres. Je ne résiste pas à la tentation de vous faire part d'un dessin de Sampé que j'adore, où il y a une petite dame qui est dans une très très grande église et qui dit... Vous savez, j'ai tellement confiance en vous que parfois je vous appelle docteur. Alors ça, c'est le modèle du médecin qui sait tout, qui est tout puissant et en qui on a une confiance tout à fait sans limite. Et ça, c'est un modèle qui a joué pendant très très longtemps et qui a fonctionné d'une certaine manière. C'était un modèle qui avait ses limites aussi, parce que d'une part, à cause des limites des connaissances, mais aussi parce que socialement, ça ne fonctionnait pas toujours très bien d'avoir des médecins qui disaient aux gens ce qu'il fallait faire, parce que la médecine elle-même est un produit historique et culturel, et il y a pas mal d'erreurs qui ont été faites, et on n'a pas besoin d'y revenir. Donc, on a passé de ce modèle d'autorité et d'obéissance à un autre modèle, qui est le modèle que décrivait Dominique, qui est un peu plus collaboratif. Et en même temps, il y a eu toutes sortes de contestations de l'autorité médicale, justement par des gens qui avaient souffert de certains excès, et aussi parce que quand on voit l'évolution de la médecine et quand on compare tout ce qui se passe comme soins de santé un peu partout, on voit que c'est pas toujours très bien, qu'il y a pas mal de gaspillage, qu'il y a pas mal d'erreurs, qu'il y a pas mal de dysfonctionnements. Et c'est avec raison qu'on met un petit peu en question le pouvoir incontesté de la médecine et des médecins. Mais dès lors qu'on accepte ce changement de paradigme, qui est une réalité, en effet, on n'est plus dans la verticalité, est-ce qu'on peut encore dire la médecine, ou faut-il désormais dire les médecines? Alors en fait, juste je saute un petit peu pour dire à l'échelle mondiale, c'est clair qu'il y a les médecines. Quand on regarde tout ce qu'il y a comme spécialistes médicaux en Inde, il n'y a pas que ce qu'on appelle allopathic medicine, la médecine. Il y a toutes sortes de spécialités qui existent à côté. En Afrique, il y a toutes sortes de forces de marketing pour vendre des produits qui sont parallèles, qui ne sont pas des produits médicaux, de l'aloe vera pour traiter le sida, ou bien... C'est un fait que la médecine n'est pas seule du point de vue des services qui existent, et c'est un fait aussi que la médecine n'est pas seule comme source d'information. Les gens, comme nous disions tout à l'heure, vont sur Internet, se renseignent, et vont chez le médecin et posent toutes sortes de questions. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je vais laisser Dominique peut-être répondre à ça. Oui, d'abord, moi je crois quand même au savoir des personnes et des personnes malades. Et c'est pas si nouveau que ça, mais il faut quand même le rappeler, et notamment en cancérologie, les médecins, quand ils prennent l'habitude d'écouter les malades, ils peuvent changer d'attitude. Et je vais citer 2-3 exemples un peu stupides, mais bon, c'est banal. Lorsqu'une femme a un cancer du sein, le chirurgien, en son âme et conscience, disait « Oh là là, il vaut mieux enlever ce sein, et puis même enlever tous les ganglions, comme ça, elle sera tranquille. » Et les femmes disaient « Merci, docteur. »
Puis un jour, il y a eu quelques femmes qui ont dit « Moi, j'aimerais bien garder mon sein. Vous pouvez le faire ?»« Oh, je ne sais pas. Essayez de le faire. » Et maintenant, on garde le sein dans 95%. À tel point qu'il y a même des femmes maintenant qui réclament plutôt une mammectomie, c'est-à-dire une ablation du sein. Il en est de même pour les choix par rapport à un traitement chez l'homme du cancer de la prostate. L'urologue normal veut tout enlever, bon voilà, c'est très bien, mais en enlevant tout, le monsieur va avoir des fuites, va devenir impuissant, et il aimerait bien pouvoir dire, par rapport aux effets secondaires, je tiens à arbitrer moi-même ma préférence, conseillez-moi, mais tout de même. Et donc, du coup, la médecine s'est adaptée et devient une médecine beaucoup plus à l'écoute et précise, parce qu'on peut le faire. Donc, la connaissance, ça se partage et on peut progresser ensemble. Alors, il y a aussi de la connaissance diffuse, grise, on dit, sur Internet, mais il y a tout type de connaissances. Il y a du noir, du blanc et du gris. Et que des personnes se renseignent sur l'état des connaissances ou des croyances, pourquoi pas, qu'ils manifestent leurs émotions, pourquoi pas. Après, le médecin doit aider la personne à arbitrer la meilleure solution dans le respect de l'éthique et de la bienveillance. Mais je reviens à l'instant parce qu'il il est tellement fin, cet homme, au dessein de Sampé, cette femme toute seule dans l'église. À la fin, merci docteur, mais c'est à vous qu'on va le dire, à vous madame et à vous, surtout le cancérologue. Ça veut dire qu'à la fin, dans ce système horizontal où tout le monde a sa petite part de connaissance, c'est quand même vous qui portez la décision. Oui, et donc il y a un type de relation qui est absolument... Mais au fond, c'est ça la médecine, non? C'est juste la médecine depuis Hippocrate. Hein. Je ne voudrais pas qu'on revienne à l'époque avant Hippocrate. Hippocrate, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. Il a fait beaucoup de choses, mais une chose assez forte. Il a dit « Les maux ne sont pas dus aux dieux. Les maux ont des causes. Il faut qu'on les connaisse, et en corrigeant les causes, on va traiter les maladies. » Et ça a fondé la médecine occidentale, je dirais. Mais ça signifie qu'on s'est levé des mauvaises humeurs ou des mauvaises ambiances pour expliquer toutes les maladies, voire même faire des sacrifices humains pour soulager la conscience de familles qui étaient malades. Donc la médecine n'est jamais géniale, mais elle s'adapte avec les connaissances pour traiter au mieux les personnes malades. Et ce que je voudrais dire par rapport à l'universalité c'est que ça change très vite et très bien. Alors qu'est-ce qui change? Les connaissances vont plus vite, elles sont partagées. Alors évidemment, il y a toujours des scories dans la connaissance, mais quand même, il y a toujours des gens qui peuvent les raconter. Les nouvelles technologies se partagent beaucoup mieux qu'avant. Je vais vous citer une anecdote. Au Bangladesh, on diagnostique mieux le cancer du col de l'utérus qu'à New York. Pourquoi? Parce que les femmes ont tellement peu d'environnement médical qu'on utilise des technologies de pointe, d'analyse du génome, en une fois, plutôt que de faire 4 examens répétés. Et donc le transfert des technologies peut se faire à toute allure. Deuxième exemple, on parle, et on va en reparler, des médicaments. Alors, le médicament, c'est très différent de la chirurgie, de l'acte de radiothérapie ou de médecine. Un médicament, c'est un principe actif. Si on le donne à des milliers de personnes, on doit avoir le même effet bénéfique ou le même effet secondaire. Et donc, grâce à l'accès à des médicaments à l'échelle de la planète, on doit pouvoir guérir avec beaucoup plus d'égalité et d'équité. Et si je reviens sur mon dada de la démocratie sanitaire, c'est ce qui s'est produit pour le sida. Bien sûr, oui. Alors que beaucoup de gens, y compris des gens qui faisaient de la sociologie politique, disaient ils n'ont pas de système de santé adéquat, ils ne sont pas capables de prendre des médicaments, etc. Notre ami Jean-Paul Moati a fait des études à Marseille, puisqu'on pensait que les toxicomanes ne prendraient pas bien les traitements du sida. C'est complètement faux. Il suffit de s'adapter à leur organisation qui n'est pas toujours parfaite, mais enfin, ils ne meurent plus de sida. Voilà, et donc, grâce aux médicaments, s'il est accessible, dans des conditions de sécurité, on peut changer aussi la santé de la planète, mais vous voyez que c'est un changement qui est colossal.
Mais Madame Dominique Marinaki, à l'instant, invoque Hippocrate et fait référence aux mots. Il dit aussi une chose qui me paraît très intéressante. Il dit qu'il faut impérativement nommer les choses, nommer la maladie. Quand vous êtes sur le terrain, vous avez été partout, en Afrique subsaharienne, vous avez été en Tunisie, vous avez été au Maroc, en Algérie, vous avez été sur le terrain. Vous avez conscience, l'anthropologue que vous êtes, a-t-elle conscience de la nécessité de savoir nommer les choses, et notamment les maladies ? Je vais vous répondre un petit peu à côté de votre question, mais c'est... Bon, un des projets sur lesquels j'avais travaillé il y a quelque temps, c'était est-ce que les femmes marocaines, parce qu'à l'époque, on disait qu'il y avait 500 000 décès de mortalité maternelle par an, les niveaux étaient élevés, y compris dans certains pays d'Afrique du Nord, et les statistiques montraient que les femmes moins éduquées, les femmes moins nanties avaient plus de mortalité maternelle, mais c'était en fait parce qu'elles n'utilisaient pas les services de santé, elles ne savaient pas assez ce qu'il en était. Et moi, j'étais assez intriguée par ça, par cette notion de risque. Est-ce qu'elles n'avaient pas l'idée qu'en fait, la grossesse avait quelques risques? Est-ce qu'elles étaient complètement ignorantes? Et c'était en fait le sujet d'une de mes études de terrain. Et je me suis d'abord butée à un mur, parce que je disais, qu'est-ce que vous pensez des risques? Je posais mes questions directement, et ça n'accrochait pas, parce que justement les mots de risque et notre vocabulaire et notre manière de percevoir statistiquement ou bien ces risques, ça ne marchait pas avec elles. Mais quand on arrive à parler autrement, à dire bon, vous aviez Ali et puis il y a eu Mohammed et Fatima, quelle était la différence? On réalise qu'en fait les femmes, elles sont complètement flexibles. On a un modèle de dire ah oui, celles-là, elles n'utilisent pas les services de santé, donc elles sont à risque. Elles accouchent à la maison, et les autres qui vont à l'hôpital, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est pas du tout ça. Les gens s'adaptent. Une fois, on va à l'hôpital, une fois, c'est à la maison, et ça dépend de beaucoup de choses. Et ça revient au point que vous avez soulevé au début, ça dépend beaucoup du contexte. Ce n'est pas des obstacles dans la tête des gens qui les empêchent de bien utiliser les services. C'est en fait, pour la plupart, bon, les anthropologues aiment évoquer la culture comme cause, mais en fait c'est la dernière à évoquer, parce que très souvent il y a beaucoup d'autres causes beaucoup plus pratiques qui, elles, sont les obstacles. Alors, quand on n'a pas de transport pour arriver, quand on est maltraité par le personnel en arrivant, quand il n'y a pas de place et qu'on vous renvoie chez vous en vous disant vous n'êtes pas assez dilaté, une personne qui voulait peut-être accoucher à l'hôpital accouche à la maison et vice-versa. Quelqu'un qui voulait accoucher à la maison, puis c'est pas là, ils accouchent à l'hôpital. Les gens sont flexibles, ils sont pragmatiques. Et là, ça revient aussi à un autre point que vous avez soulevé. Les gens sont pluralistes. Ils sont prêts à utiliser ce qui va marcher. Et c'est vraiment au gouvernement, aux services de santé de mettre tout ça à la disposition des gens pour qu'ils fassent le bon choix. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nudge en anglais. C'est de pousser un peu les gens vers des comportements. Il y a pas mal d'écrits assez récents qui montrent qu'en présentant les choses d'une autre manière, on pousse les gens à des comportements qui sont plus sains. En présentant, par exemple, dans les cafétérias américaines, ils ont fait pas mal d'expériences, qu'est-ce qu'on met devant à hauteur des yeux des enfants, qu'est-ce qu'on met derrière, et les choix, à ce moment-là, reflètent le contexte. Mais il faut réfléchir à comment arranger ça pour encourager les gens à prendre les choix qui sont les meilleurs. Et les gens sont aussi très réactifs. J'ai appris en vous lisant que le printemps arabe trouve en partie ses racines dans le mécontentement de la population face au système de soins. C'est dire à quel point, en effet, le contexte et la réactivité a sa part dans les questions qui vous concernent tous. Bon, en fait, on peut pas dissocier la santé publique de son contexte politique. Il y a des allers-retours dans les deux sens. Il y a, comme vous l'évoquez, oui, il y a des rapports de la Banque mondiale, beaucoup d'études qui montrent que la grosse dissatisfaction des citoyens de beaucoup de pays dans les services qui leur étaient proposés, y compris les services de santé, était un de ces moteurs de ce qui n'est plus malheureusement un printemps, mais qui était cette grosse vague de contestation et d'exprimer son manque de satisfaction. Mais d'un autre côté aussi, on a le politique qui influe sur la santé publique. Par exemple, on a des exemples frappants de pays qui ont réussi à
à faire baisser la mortalité, à améliorer l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, donner des services à leur population, sans pour autant avoir les ressources socio-économiques et le produit national brut dont on pensait qu'il était nécessaire pour arriver à un niveau de santé suffisant. En fait, il y a pas mal de pays où ça s'est passé, et quand les études se penchent sur ces cas de succès, qu'on parle de Cuba, ou bien aujourd'hui il y a des exemples plus récents, l'Éthiopie a fait d'énormes progrès, il y a certains pays d'Afrique qui ont vraiment se sont mobilisés pour tout ce qui a combattre les principales causes de décès, de morbidité, enfin de maladie. Et c'est vraiment, on dit, c'est le vouloir politique. Il y a beaucoup d'influence du système politique sur la santé et de la santé sur le système politique. Voilà. Alors parmi les grands changements au fond qui interrogent les différentes activités de la médecine, il y a un mot qui me vient à l'esprit, le mot renaissance. Quand on dit renaissance, on pense à la peinture, on pense à la perspective, au Quattrocento, etc. Non, renaissance, c'était après la peste. C'était l'Europe qui renaissait après une peste qui avait tué les 3/4 de la population de l'Europe. On est rentré dans un temps différent aujourd'hui. Madame Carla Maklouf parle des maladies non transmissibles et de la question de la temporalité des maladies maintenant. Les maladies sont de plus en plus souvent des maladies chroniques qui s'inscrivent dans la durée. C'est un grand changement pour vous, ça ou pas ? Oui, on a un vrai bouleversement. Enfin, Carla, elle a dit en introduction, le triomphe du XXe siècle, ça a été de passer d'une espérance de vie, par exemple en France, de 50 ans au début du siècle, à 85 ans à la fin du siècle. Oui. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de France. Et c'est similaire dans beaucoup de pays occidentaux, alors que l'espérance de vie plafonnait de 40 à 50. Mais avec des grandes saignées, d'accord, qui étaient surtout des guerres et des épidémies. Donc nous vivons plus longtemps, et donc nous sommes plus exposés plus longtemps à des facteurs de risque. Donc il y a plus de cancers, il y a plus de maladies cardiovasculaires, plus de maladies métaboliques. Donc l'enjeu n'est plus exclusivement de vivre très longtemps, mais c'est de vivre mieux. Et par rapport à ces réalités, j'allais dire ces risques, non, ces réalités des maladies chroniques qui commencent à toucher tous les pays. Il y a un nouveau facteur qui doit arriver, qui est théoriquement naturel dans la médecine, mais qui a été un peu occulté par la médecine thérapeutique, qui s'appelle la prévention. C'est-à-dire, la prévention consiste à identifier des risques et à lutter contre les risques connus pour essayer de prévenir les maladies. Hippocrate l'avait déjà inscrit dans son programme. Et la médecine occidentale a un peu oublié la prévention pour se concentrer sur les soins. Or, toutes ces maladies, que je cite dites chroniques, ou du moins qui émergent sur la totalité de la planète, beaucoup d'entre elles pourraient être prévenues. Allez, je vais parler de ce que je connais le moins mal, le cancer. 50% des cancers pourraient être évités. C'est pas mal quand même. C'est énorme. Eh oui. Alors excusez-moi de dire des gros mots, hein. Je ne vais pas parler que des pesticides, puisqu'ils comptent pour moins de 1% de risque. Le tabac, c'est 30% des cancers en France. Les mauvaises habitudes alimentaires, incluant la quantité d'alcool, l'excès de poids, l'absence d'exercice physique, ça pèse pour 20%. Et il reste des facteurs génétiques, de personnes à une susceptibilité. Mais c'est colossal. Et si vous pensez que les facteurs de risque métabolique sont conséquents pour le cancer, pour les autres maladies, pour le diabète, pour les maladies cardiovasculaires, ils sont considérables. En ce qui concerne le tabac, c'est pareil. Donc, un des enjeux serait de se mobiliser autant sur la prévention que sur les soins. Et moi, j'aurais tendance à dire à intégrer les deux. Bien sûr. Ce que vous attendez d'un médecin, c'est qu'il vous soigne. Alors, les empereurs chinois tuaient leurs médecins lorsqu'ils étaient malades. C'était pas idiot, parce qu'il était là pour l'empêcher d'avoir une maladie. Donc, il le tuait chaque fois qu'il était malade. Mais enfin bon. Mais il pouvait faire tourner, hein, c'était pas très grave. Mais donc, arriver à une médecine préventive, à une médecine, allez, on va dire les 4 P, prédictive,
c'est-à-dire est très individuel, personnalisé. C'est-à-dire, vous n'avez pas les mêmes facteurs de risque que moi, et peut-être que il faut que j'ai une attitude de vie qui va corriger mes facteurs de risque, de façon à vivre plus longtemps, mais aussi mieux. Et donc ça, alors là, l'anthropologue va reprendre la main, hein, bien sûr, parce que ça dépend complètement de votre environnement et de votre culture. Mais ce que je voudrais dire en tant que médecin occidental, c'est qu'il faut l'intégrer dans la pratique courante. On guérit à l'heure actuelle 60% des cancers. On va en guérir 70 à 75% dans les 20 ans. C'est quand même complètement idiot de risquer d'en avoir un autre parce qu'on se remet à fumer ou parce qu'on mange mal ou de mourir d'accidents cardiovasculaires. Donc la rencontre avec une maladie, et lorsqu'on la surmonte, doit être aussi un moteur pour l'ensemble du corps de santé, pour changer les attitudes. Voilà, et donc il ne faut pas dire que c'est pas cher, ça coûte cher de faire la prévention. Il faut être obstiné sur le long terme. C'est politique, mais il ne faut pas le laisser qu'aux politiques. Vous avez dit le mot, c'est drôle, vous précédez la question que j'ai envie de poser à Madame Carla Maclouf. L'un et l'autre, vous pratiquez magnifiquement la transdisciplinarité. Vous vous ouvrez aux autres connaissances, aux patients, vous faites ça naturellement. Et si on poussait la transdisciplinarité jusqu'à la sphère politique ? Car c'est un fait politique. Si en effet les maladies sont chroniques, si en effet la prévention est une donnée première, il faut connaître le coût de la prévention. Il faut donc une volonté politique. Vous avez, Madame, été, je disais tout à l'heure, à peu près partout en Afrique, et dans des pays où l'outil médical a été détruit par la guerre, où l'accès aux soins est quasiment impossible, où la volonté politique s'est dispersée dans des enjeux qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous appelons, nous, le fonctionnement de la cité. Il faut impérativement qu'il y ait une vraie volonté politique. Sinon, le travail que vous faites est ô combien important, chacun dans votre discipline, ne pourra pas remplir complètement sa fonction. Il y a une nécessité politique. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Un système de santé, ça requiert que ça soit soutenu et même parfois défini par un processus politique. Il y a toutes sortes de questions qui ont trait à comment on finance un système de santé, d'où viennent les fonds, publics, privés, assurances, à quelle hauteur on va financer les services, parce que il y a toujours même dans les systèmes où la santé est un droit et tout le monde théoriquement a le droit d'avoir tout, il faut avoir des priorités parce qu'on ne peut pas tout couvrir pour tout le monde. Il y a des listes d'attente, il y a des arbitrages à faire. Donc c'est sûr qu'il y a un processus politique pour arriver à définir dans quelle mesure les services de santé vont couvrir tout ce dont les personnes auraient besoin et tout ce qui existe comme technologie. Donc ça, c'est une réponse en partie à votre question. Il y a bien sûr les cas que vous avez soulevés où les systèmes de santé sont détruits par des guerres, etc. Bon, c'est clair qu'il faut une volonté politique pour reconstruire tout ça. Mais il y a d'autres aspects qui sont peut-être pas aussi visibles, mais où le politique est vraiment essentiel. Par exemple, pour les questions de surpoids. On constate... Terrible dans le bassin méditerranéen. Surtout dans les pays riches du Golfe, l'Égypte aussi, on est les champions du surpoids. 30 à 40% de la population ? C'est affolant, oui. Il y a des taux de surpoids qui sont en fait les 2/3 et des taux d'obésité qui se rapprochent de 1/3 dans certains pays, que ce soit le Koweït, etc. Donc c'est un énorme problème, mais c'est aussi un problème. Le Mexique est aussi un des champions. Et c'est lié au fait que c'était plus facile de trouver du Coca-Cola dans des villages reculés que de l'eau propre. Et donc ça reflète toutes sortes d'intérêts. Mais ce que je voulais dire, c'est, pour revenir à la question de l'obésité elle-même, on a essayé toutes sortes de façons de faire maigrir les gens. Et si on regarde à l'échelle planétaire, je regrette de dire à ceux qui sont peut-être en train de faire des régimes, c'est l'exception quand ça marche. D'habitude, les gens perdent avec le régime d'un tel ou la recette miracle d'une telle. 6 mois après, la plupart ont repris. Donc, les approches individuelles ici ne marchent pas trop bien. On pourrait baisser les bras. Mais en fait, ce qui marche, ce sont les approches qu'on appelle maintenant un peu structurelles.
c'est d'encourager la meilleure alimentation. Il y a des endroits aux États-Unis qu'on appelle des food deserts, c'est-à-dire c'est des quartiers où c'est très difficile de trouver une alimentation saine à un prix raisonnable. Et en fait, c'est souvent les quartiers pauvres. C'est dans les quartiers riches qu'on trouve une meilleure alimentation, etc. Donc, il faut changer ça. Il faut changer la distribution de la nourriture. Il faut changer les publicités qui encouragent les gens à mal manger. Il faut changer, comme j'ai peut-être évoqué un petit peu tout à l'heure, la disposition de la nourriture là où les gens font leur choix. Et ça, ce n'est pas des interventions individuelles. Il faut une intervention externe qui est en fait hors du secteur de la santé pour améliorer la santé. Il faut aussi penser qu'est-ce qu'il y a comme espace où les gens peuvent faire de l'exercice. Il faut bouger. Qu'est-ce qu'il y a comme transport en commun qui évite que on soit derrière sa voiture tout le temps, ou bien voilà. Donc il y a beaucoup de politiques qui vont influer sur les facteurs de risque dont parlait Dominique, qui sont le surpoids, la mauvaise alimentation, etc., l'excès d'alcool aussi. Et c'est comme ça qu'on va arriver à influencer les comportements, parce qu'en fait, un dernier point, c'est on estime que 33% des causes des maladies non transmissibles sont des comportements qui ont trait à ce dont nous avons parlé. Mais ça renvoie à ce que vous évoquiez, Dominique Marinaki, tout à l'heure, ça renvoie à la question de la démocratie sanitaire. Ce que vous dites, madame, et notamment s'agissant de l'obésité, pose la question des inégalités. Des inégalités. Les obèses, on les trouve malheureusement plus souvent dans des pays qui ont des systèmes sociaux ou des économies assez faibles, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils mangent ce qu'ils peuvent acheter pas très cher et qui malheureusement fait souvent d'eux des obèses. Donc on est on n'est plus dans la démocratie sanitaire, là. On est dans le champ des inégalités, sans parler aussi de la pression vous parliez de Coca-Cola qu'on trouve à la place de l'eau. Eh bien, buvez du Coca. La puissance des lobbies est aussi, j'imagine pour vous, une difficulté importante à contourner. Alors, je ne veux pas tout mettre au bénéfice de la démocratie, mais c'est aussi le travail de l'exercice démocratique que de penser fraternité et solidarité. Et que si on fait du bien en France, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas partagé par d'autres pays. Alors, si on reprend l'histoire de l'OMS, qui nous protège et qui a continué à le protéger... Alors, faut-il préciser, Organisation mondiale de la santé, hein, OMS. Elle nous a beaucoup protégés contre les maladies transmissibles. En fait, on s'est protégé des autres, pour pas qu'ils viennent nous contaminer, avec beaucoup d'argent qui a été donné, etc. Et il y a eu beaucoup moins d'efforts qui ont été faits par les adhérents de l'OMS pour protéger contre des facteurs de risque qui ne soient pas transmissibles par des agents infectieux. Donc le fait démocratique, c'est reprendre en compte ces ensembles pour peser sur les États et les nouvelles organisations mondiales. Et je vais vous citer un exemple par rapport aux ressources. La France est un vrai pays démocratique, il n'y a aucun doute. On vote chaque année le PLFSS, ça veut dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est arbitré par nos élus et qui font des choix et qui donnent à chaque année quel est le budget dont nous allons pouvoir collectivement disposer pour nous soigner. Et éventuellement, après, on fait une conférence nationale de santé. On ne fait pas l'inverse. On ne dit pas quelle est notre priorité de santé chaque année, et ensuite, quelles ressources on y met. On fait plutôt un plan de financement, et ensuite, on s'adapte. Et donc, on voit qu'on a encore du chemin à faire pour progresser. Et je pense que progresser par la connaissance, alors dans les facteurs qui n'ont pas été cités, ils sont très importants à l'échelle mondiale, il y a un facteur qui s'appelle l'éducation, et l'éducation des plus jeunes. Parce que c'est chez eux que ça va se passer, et c'est eux qui vont être porteurs. Voilà, donc ça, ce sont des éléments importants. Donc, il faut se protéger contre les maladies infectieuses transmissibles, c'est une évidence. Mais il faut aussi collectivement se protéger contre les mauvais usages. Et vous avez cité un point, vous avez dit un mot terrible, enfin, les lobbies. Mais c'est vrai qu'on a affaire aussi à des multinationales. La globalisation, ce n'est pas que la globalisation de la circulation des personnes. Et les multinationales sont à la conquête de grands marchés
à l'intérieur du monde. Le marché du tabac aux États-Unis, c'est plus terrible, hein. Il n'y a plus personne qui fume. Il vaut mieux faire fumer toute l'Afrique et toute l'Asie. Donc là, il faut quand même qu'on ait une conscience un peu sérieuse de savoir à qui on a affaire et contre qui on doit lutter. Moi, ce que je trouve absolument passionnant à vous écouter tous les deux, c'est que la question de ce soir, c'est quelle médecine pour demain ? Alors on pouvait imaginer qu'on allait parler des outils technologiques extrêmement sophistiqués, des médicaments, de molécules folles, etc. Et puis non, vous dites des choses extrêmement simples. Il faut regarder le contexte, il faut regarder comment vivent les gens, il faut parler avec eux, il faut les accompagner, on va parler du reste aussi, on va parler des technologies qui se développent. Mais c'est bien de voir que vous êtes vraiment des médecins tels qu'Hippocrate pouvait les rêver, quoi. C'est l'humain qui prime sur tout le reste, et comment vit l'humain pour comprendre ce qui lui arrive. Alors, tout de même, la grande question qui se pose à nous maintenant, comment allez-vous nous soigner ? Vous parlez souvent... Alors, je pose d'abord la question à l'anthropologue avant de la poser au médecin. Si je vous dis médecine de précision, qu'est-ce que ça évoque pour vous, médecine de précision ? En fait, Dominique a parlé tout à l'heure des 4 P. Et c'est une sorte de slogan avec 4 mots. Vous aimez les mots qui commencent par P. Donc, c'est la médecine de précision, la médecine préventive, participative et prédictive. Et c'est maintenant ce qu'on essaye de faire, d'accomplir dans les pays où on réfléchit sur la médecine de demain. Donc la médecine de précision, bien sûr, c'est les questions de risque génétique, c'est aussi maintenant le microbiome, on a des analyses très très fines pour individualiser les traitements, comment une personne avec tel capital génétique, telles analyses va réagir aux médicaments. Donc on peut essayer d'affiner ça, d'affiner les recommandations qui sont globales aux situations pour lesquelles on a beaucoup d'informations. Mais cette médecine de précision, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et en fait, elle ne va pas tellement changer les statistiques mondiales, sauf si tout le monde avait accès à tout. Donc, pour moi, ça évoque, oui, les techniques de pointe, ça évoque une adaptation, mais je préférerais peut-être qu'on mette ce qu'on sait déjà à la disposition d'un plus grand nombre. Et donc, on revient à la médecine participative. Mais en fait, il y a un point, quand on regarde les grands progrès qui ont été faits à l'échelle mondiale sur la longévité, c'est les maladies qu'on sait très bien traiter qui ont contribué à toute cette augmentation de l'espérance de vie. C'est les maladies infantiles, c'est la mortalité maternelle, c'est le sida. À un moment donné, les niveaux de mortalité vont remonter en Afrique et puis c'est redescendu grâce à ça. La plupart des choses qui vont faire les plus grands changements, c'est pas tellement ce qui est le plus sophistiqué, c'est ce qui est mis à la portée de tous. En fait. Alors, la portée de tous, le cancer, parlons-en. D'abord, je dis le cancer, c'est idiot. Il faut dire les cancers, il y a des centaines de cancers différents. Oui, on prend un exemple concret, les cancers du sein, maladie très fréquente dans les pays occidentaux. Une femme sur 8 et une femme sur 9 a eu ou aura un cancer du sein. Ça ne veut rien dire un cancer du sein. Il y a 10 formes différentes au moins de cancer du sein qui vont avoir chacun 4 ou 5 options thérapeutiques. Donc on a déjà une carte avec une quarantaine, une cinquantaine manières de traiter de façon individualisée, personnalisée, avec précision, une maladie qui est à l'intérieur d'un sein. D'accord ? Et qu'on va renommer. Alors, les grands progrès, c'est de nommer. Ça ne coûte pas très cher de nommer. Bon, on est excusez-moi, on est au 21e siècle. On peut dire, non, ok, c'est dans le sein, mais c'est une tumeur qui s'appelle comme ça. Pourquoi on nomme ? Pas simplement pour le fantasme de la précision, c'est qu'une fois qu'on a nommé, on peut cibler. C'est-à-dire donner un traitement ciblé qui va être beaucoup plus efficace puisqu'il ne sera efficace que chez les gens qui ont la cible.
Et donc, il coûtera beaucoup moins cher à la société, puisqu'on ne traitera que les personnes qui vont en bénéficier, et pas les autres. C'est une révolution dans le monde de l'industrie du médicament, qui préférait traiter 1000 personnes, et s'il y en a 30% qui en bénéficient, ben c'est bien. Là, on ne va traiter que 30% ou 10% qui ont la cible. Donc, la grande révolution, c'est la médecine personnalisée. C'est la médecine prédictive qui va adapter le traitement à la prédiction du pronostic. C'est-à-dire, votre, chère madame, votre cancer du sein n'est pas le même que celui de votre copine. Et donc, on peut prédire, avec les analyses qu'on a faites, que vous allez avoir besoin d'un traitement très léger ou bien particulièrement intensif, mais avec un seul objectif, c'est votre guérison. Et donc, franchement, cette approche, elle n'est pas... Elle existe. Et elle existe. Mais elle existe pour tous. Elle existe au quotidien pour tous dans les pays qui ont accès au diagnostic et au traitement. Alors, comment faire pour les autres ? D'abord, il faut aussi faire confiance. L'Asie, par exemple, se prend totalement en main. Des nouveaux consortiums qui sont au-delà de la politique, entre le Japon, la Chine, la Corée du Sud, ont créé des agences du médicament strictement indépendantes des pays occidentaux et ils se sont lancés dans la médecine de précision à très grande échelle. On peut leur faire confiance. Le continent le plus déshérité est indiscutablement le continent africain. Mais je vais vous donner un exemple. Ça ne coûte pas très cher de faire un diagnostic de précision. Ce qui coûte cher, c'est éventuellement le traitement. Alors, même chez nous, un traitement inutile, c'est doublement cher quand même. Hein. Bon, c'est à la fois pas efficace et très très cher. Il y a la première thérapie ciblée qu'on a appelée la star de la médecine moléculaire dans le traitement d'un cancer, c'était la première, s'appelle le Glivec, bon, c'est son nom. Il traite une maladie assez rare. Le prix de revient du Glivec, plus 50% de bénéfices pour le producteur, c'est 150 € pour un traitement d'1 an. Combien c'est vendu aux États-Unis ? 100 000 $. Et en France, 30 000 €. Donc, il y a eu des marges colossales qui ont été faites et qui sont en train de tomber. Il n'y a pas que les maladies qu'il faut nommer. Non. Ça aussi, il faut le nommer. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'on le nomme ? Ça s'appelle la transparence. Est-ce qu'on le nomme suffisamment ? Est-ce qu'on le dit suffisamment ? Ben, ça vient quand même. Hein. Et, on a eu l'occasion aux États-Unis et en France de faire des grands débats publics parce que même les pays riches maintenant ont peur, et ils ont raison, de ne pas pouvoir se payer des médicaments utiles face à ce qu'on peut appeler quand même des attitudes un peu spéculatives des producteurs de médicaments. Et pour nous, un médicament, prendre un comprimé par jour de Glivec pour guérir une leucémie, c'est pas très compliqué. Si les gens en Afrique sont capables de prendre un traitement anti-sida, ils sont capables aussi d'avaler un comprimé de Glivec. Simplement, ils ne payeront jamais 30 000 €. Par contre, les Indiens sont capables de le produire à 150 € par an. Et donc, vous voyez que allez, je vais dire un gros mot. Je ne veux pas faire de politique, puis c'est pas de la politique. Le marché ne peut pas réguler la santé. Puisqu'on n'a jamais demandé à être malade, donc on n'est pas des consommateurs sages. Donc il faut que les États, et en l'occurrence là les multi-États, s'intéressent à la santé de la population, et les produits de santé sont des produits particuliers qui ont beaucoup progressé dans leur sécurité à l'échelle mondiale, mais là il faut qu'ils progressent dans leur accessibilité. Alors c'est fait pour quelques maladies, il va falloir le faire pour beaucoup d'autres. Et moi, je ne désespère pas que cette médecine... Enfin, non seulement je ne désespère pas, mais j'en suis convaincu et engagé, que cette médecine soit de précision, parce que c'est la seule qui compte. On ne va pas offrir une médecine non précise, non ? Au reste du monde. La médecine de précision efficace existe, il faut la rendre accessible sur la totalité de la planète, et donc changer les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ça s'est produit avec le sida. Et pourquoi ça s'est produit pour le sida ? Pour deux raisons. Il y a eu des mouvements démocratiques, quand même. Hein, les mouvements d'ACT UP, de Aide en France ont contribué et ont manifesté de la solidarité. Ils n'ont pas dit on s'en fout de ce qui se passe en Afrique pourvu qu'à New York on soit traité. Et la deuxième raison, ça a été aussi des décisions évidemment politiques, d'États qui ont
imposer que les médicaments leur soient fournis à un prix très bas. Sans ça, je veux citer ces deux États, parce qu'ils sont quand même magnifiques, c'est l'Afrique du Sud et le Brésil. Ils ont dit, nous ne payerons pas ces médicaments à ce prix-là, on va les fabriquer en générique. Donc, on a dit, mais vous ne pouvez pas. Ok, on va vous attaquer en justice, bah, attaquez-nous. Envoyez des armées si vous voulez, on les fait. Et les industriels ont cédé, ils ont fait un prix qui est accessible. Et comme l'a dit Carla, la mortalité par sida a chuté de façon considérable. C'est ça la santé, c'est quelque chose qui doit être partagé. Mais madame, est-ce qu'on peut faire ça partout, et notamment dans tous ces pays que vous avez si souvent visités, où malheureusement pour beaucoup d'entre eux, le budget de la défense est sans commune mesure par rapport à celui de la santé. Comment on fait dans ces pays-là? Oui, malheureusement, l'exemple que vous donnez des budgets de défense excessifs, ça caractérise une très grande partie des pays arabes qui investissent beaucoup plus dans l'armement que dans les systèmes de santé. Alors, les pays très riches, ils arrivent à faire les deux et ils ont d'excellents systèmes de santé. Mais il y a des pays qui ne sont pas aussi riches, mais qui ont leurs priorités mal placé. Je n'ai pas malheureusement de réponse à ça. C'est un domaine éminemment politique sur lequel je n'ai pas vraiment d'expertise ou de recommandation. Mais en revanche, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des exemples de mobilisation mondiale pour rendre accessibles les médicaments en ignorant les frontières des pays. C'était ça. C'était de dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette mobilisation pour le traitement du sida, elle a commencé avec des groupes qui se situaient dans les pays nantis, qui étaient habitués à s'exprimer à une certaine démocratie. Mais ils n'ont pas, comme vous avez dit, oublié la solidarité mondiale. Il y a eu une mobilisation de tous ces groupes dans beaucoup de pays qui ont mis la pression et qui sont arrivés à obtenir que les traitements soient généralisés et pas trop chers. On a maintenant une nouvelle commission qui s'est mise en place parce qu'on constate d'énormes disparités dans l'accès aux analgésiques. Et surtout pour les le traitement de douleur, bien sûr. Le traitement de la douleur est vraiment très très inégal dans le monde, et il y a la plupart des médicaments, on sait très bien comment les utiliser et ils soulageraient beaucoup de souffrance. Donc là, je pense qu'il y a des groupes qui se mettent en place et qui vont probablement contribuer à mettre l'OMS a une liste des médicaments essentiels qui devraient exister dans tous les pays, oui, pour qu'on puisse traiter la majorité des problèmes de santé. Donc, si on pouvait convaincre les différents gouvernements d'appliquer ce genre de liste, mais il faut aussi avoir le personnel pour gérer tout ça. Donc, c'est assez complexe. Il n'y a pas de réponse facile. Bien sûr, j'imagine. Mais quelle fracture tout de même. C'est en lisant pas mal de vos travaux et des actions que vous avez menées, Dominique Marinaki, il y en a une qui m'a frappé, analyse du génome. L'analyse du génome aujourd'hui, ça coûte à peu près $1000. Combien ça coûtait il y a 10 ans? 1 million de dollars. Voilà, en 10 ans, on est passé d'1 million de dollars à $1000. Alors, et pendant ce temps-là, le prix des médicaments est en train d'exploser dans des proportions qui sont ahurissantes. Donc ça veut dire que dans certains domaines, on a pu faire des progrès tels que les coûts ont baissé considérablement, et que dans d'autres, en revanche, c'est du n'importe quoi. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est belle. L'analyse du génome dans le cancer. Il se trouve, c'est pas moi, mais je présidais l'Institut national du cancer, et on a décidé, puisque c'est si important d'analyser le génome des cellules cancéreuses pour trouver le bon traitement, de le faire à tous les malades. Avec un financement public de l'État. Et on a fait à tous les malades, pour lesquels on pouvait avoir accès à la tumeur. Et donc, c'était pas extraordinairement cher, et tous les économistes nous ont soutenus, puisque s'il n'y avait pas la cible du médicament, c'était inutile de donner un médicament très cher. Donc c'était effectivement extrêmement rentable. Ça a permis de faire des tas d'économies, et ça a été faisable. Alors quand on discute de ce qu'on a fait en France, par une volonté publique et un financement public pour les tests,
On a discuté aux États-Unis avec le directeur du National Cancer Institute, qui avait 2 prix Nobel, M. Valvarmus, et qui avait découvert ces gènes. Et son drame humain, c'est que lui, il ne peut pas le faire aux États-Unis. Parce qu'il faut, les systèmes d'assurance veulent avoir le monopole sur le diagnostic et le traitement. Il dit, et vous arrivez à utiliser mes découvertes que je ne peux pas transférer au cinéma, aux États américains. Donc, bien diagnostiquer, c'est faisable. Et donc, du coup, les coûts tombent à toute allure, puisque c'est applicable à une population, parce qu'en 2 mots, c'est un bien public, il ne faut quand même pas exagérer. Et on arrive à la deuxième étape, c'est le médicament. Est-ce que, si vous avez la cible d'un médicament, on va vous le refuser, M. Paoli? Vous allez mal le prendre. Hein. Et donc, c'est ça le partage de connaissances. C'est-à-dire, une fois qu'on a la cible, les gens exigent évidemment d'avoir le médicament qui est face à cette cible. Et il va falloir qu'il soit à un prix accessible. Alors en France, que les choses soient claires, hein, il n'y a pas une personne atteinte de cancer qui met un sou de sa poche. Donc tout est remboursé à 100%. Mais ce n'est pas la peine de ruiner la société, ni qu'il y ait des firmes qui s'enrichissent de façon parfois exagérée, hein, voilà, ou extravagante. Donc on est dans ce cycle qui va, grâce à la transparence, et c'est un des fondements de la démocratie, un peu changer la donne. Et si on arrive à le réussir chez nous et dans d'autres pays occidentaux, hein, il n'y a pas que la France, hein, bien sûr, toute l'Europe est dans cette mouvance, les États-Unis avec plus de difficultés, parce qu'il y a des arbitrages politiques. Quel est le président qui a lancé la médecine personnalisée dans le monde? Barack Obama. D'accord, qui a soutenu et qui a mis 400 millions de dollars pour la recherche dans la médecine personnalisée. Et il y en a un qui est en train de tout démonter, là. Hein. Ben oui, il a dit clairement. Donc c'est aussi politique, sauf que nous croyons en tant que scientifiques qu'on n'arrête pas la connaissance. Et on n'arrête pas la technologie. Et les citoyens américains, même s'ils ont voté pour ce monsieur, ils vont avoir les mêmes exigences, et ils les ont. On a décrit une nouvelle toxicité du cancer, c'est atroce de dire ça, hein, qui s'appelle financial toxicity, la toxicité financière. Ça consiste à quoi? Il y a des personnes qui ont un cancer depuis un certain nombre d'années et qui arrêtent leur traitement parce qu'elles peuvent plus payer et qui en meurent. Ou des personnes qui se suicident parce qu'elles préfèrent mourir plutôt que toutes leurs ressources ne puissent pas être transmises à leur famille. Et donc ça interpelle quand même très fort la société américaine. Alors je sais bien, hein, on verra bien les arbitrages qui se font, mais je crois que ça peut pousser quand même. On ne peut pas laisser mourir des gens quand on pourrait les soigner. Et donc la transparence, la transmission de ces informations, c'est pareil pour les dossiers médicaux. Quand les gens ont leur dossier qui a écrit SIDA, si vous ne leur donnez pas un traitement du SIDA, ça ne va pas le faire. Hein. Alors, c'est drôle parce que d'un mot, Dominique Marinaki, vous venez de justifier une soirée comme celle-ci. Quand vous dites on n'arrête pas la connaissance, c'est exactement le projet de ces conversations qu'on a tous les mois maintenant, et quel plaisir. Mais je pense en effet que c'est un moyen d'empêcher l'avancée de ces grands systèmes qui ne pensent qu'au retour sur investissement, quoi. C'est une évidence. Alors maintenant, c'est à nouveau à l'anthropologue que j'ai envie de m'adresser, parce que vous êtes une femme et un homme, les mains dans le moteur des questions que la médecine nous pose et les réponses qu'elle peut nous apporter. Mais vous êtes des humains. Arrive le temps des technologies très pointues, le temps des robots, le temps de l'intelligence artificielle, le temps d'une certaine mise à distance de l'humain. L'enjeu ontologique disparaît petit à petit et on voit arriver de plus en plus de technologies et d'intelligence artificielle. Comment vous vivez ça, madame ? Moi, je pense qu'il y a des craintes excessives sur cette question d'intelligence artificielle. Je pense que tout ce qui se passe maintenant comme... bon, les robots, je connais moins bien, mais les questions de big data dont les gens s'inquiètent, on va avoir trop de données, on va dépersonnaliser tout ça. En fait, c'est vraiment pas du tout le cas, parce que en ayant... Comme le décrivait Dominique, en ayant plus d'informations, on peut adapter l'approche à l'individu. Et en fait, avec tout ce qu'il y a comme informations qui sont disponibles pour analyser les causes, maintenant avec tout ce qu'il y a comme
Electronic Health Record, tout ce qui est les données électroniques, les dossiers des patients qui sont maintenant accessibles pour faire des analyses, il y a un nombre incalculable de facteurs qu'on peut mettre dans des modèles statistiques et essayer d'y voir clair. Et nous, en tant qu'humains, on n'arrive pas à gérer tout ça dans notre tête. Donc les algorithmes et les machines et de ces grandes données vont en fait nous aider à comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui pourrait influencer les risques et les traitements et à adapter la médecine de manière plus humaine. Et la main. Je vous renvoie à un article qui est paru dans le New England Journal qui parle exactement de ça il n'y a pas longtemps. Alors oui, on peut avoir cette lecture très réelle. En effet, la gestion des données permet sûrement d'apporter des solutions à des événements qui n'en connaissaient pas jusqu'ici. Mais tout de même, c'est votre main qui est votre outil, le médecin que vous êtes, le cancérologue. Et arrivent des machines, arrive un environnement technologique extrêmement sophistiqué. Magnifique. Mais vous dites magnifique. Oui. Ah bah, tant mieux, remarquez. Alors, un petit point sur les données. En gros, les progrès, c'est le numérique. Et la capacité d'analyser beaucoup de données. Et moi, je revendique en tant que citoyen que mes données m'appartiennent tout de même. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui les traitent sans m'en parler ou sans m'en donner un certain nombre d'informations. Donc, excusez-moi, on revient encore dans l'exercice. Oui, vous m'avez trouvé un gène, lequel, s'il vous plaît ? Comme ça m'intéresse. Je suis idiot, mais vous allez m'expliquer et je suis capable de comprendre. Donc, on rentre dans une nouvelle ère où il va y avoir cet échange, à condition qu'on n'exclue pas les personnes de leurs propres données, ce qui est quand même nouveau et pas si habituel que ça. En ce qui concerne les outils, alors les outils, ça change le monde et ça change le monde de la pratique. Je vais vous citer dans ma discipline, la radiothérapie. Marie Curie, radium, elle mettait un bout de radium à l'intérieur du vagin des dames qui avaient un cancer du col, ça le brûlait, mais ça brûlait pour de vrai. À l'heure actuelle, on dispose de machines de radiothérapie ultra sophistiquées qui vont permettre de faire des traitements comme avec un bistouri, mais en faisant des rayons d'ultra précision, en une seule séance. Grâce à quoi ? Grâce au numérique. Puisqu'on traite d'énormes données, donc les big data, qui vont piloter, alors là c'est plus l'intelligence du radiothérapeute, qui vont piloter le faisceau directement sur la tumeur. Et donc on va vers une médecine, la médecine dite robotisée, les outils font faire des économies de toxicité considérables. C'est la médecine de précision. Et elle est permise grâce à l'informatisation et ce qu'on appelle aussi l'imagerie. Alors l'imagerie, c'est on prend des images, on les numérise et on les transfère ensuite dans d'autres systèmes. Parce qu'on a encore besoin de voir des images. Mais en vérité, la machine, elle pourrait intégrer directement les données numériques sans voir d'image et diriger son faisceau juste au bon endroit et à la bonne dose. Alors, on y est là, on y est, on a même commencé en radiothérapie. Dans le précédent plan cancer, on a beaucoup financé de grandes machines de radiothérapie, avec des succès moyens. On a changé tout. La France est assez généreuse pour ça, on a changé toutes les machines de radiothérapie en France en 4 ans. Sauf que quand les gens sont habitués à conduire une 2 chevaux et qu'on leur donne une Ferrari, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est la médecine de précision, c'est des rayons de précision. Par contre, il faut apprendre à les maîtriser. Et comme vous le disiez, il faut être là aussi. Puisqu'on ne va pas le fragmenter sur 45 jours, on le fait à une séance et il faut que les acteurs changent de comportement, soient présents tout le temps, expliquent à la personne, etc. Mais voilà, donc la robotisation, c'est simplement l'aide aux gestes intellectuels et physiques par des robots. C'est pareil pour les robots chirurgicaux. Il faut avoir un bon chirurgien derrière. Mais par contre, les chirurgiens racontent bien ça. Moi, j'y connais rien en chirurgie. Ils disent, essaye de faire des points à l'envers. Avec un robot, on fait ça tout simplement. Ouais. On inverse la caméra et on peut coudre à l'envers. Donc avec une toute petite cicatrice, on peut enlever une grande partie de tumeur.
Voilà, donc là par contre, par rapport à l'accessibilité planétaire, c'est beaucoup plus complexe, puisque là il faut avoir de l'apprentissage, un suivi de ces technologies, et plus c'est précis, plus ça pourrait être dangereux si on tire à côté. Donc là, l'implémentation va supposer, vous savez, il y a deux termes qui sont magiques chez nous, là, le transfert, de la science ou de la technologie vers la pratique, et puis après il y a l'implémentation en population, et c'est encore autre chose. Par exemple, il n'est pas raisonnable qu'il y ait beaucoup de machines de radiothérapie en Afrique pour l'instant, puisqu'il n'y a pas assez de physiciens, il n'y a pas assez de culture pour maîtriser ces outils et les réparer. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, j'ai encore une dernière question, mais j'espère dans quelques minutes les vôtres. Donc vous nous ferez un petit signe, on va éclairer un peu plus la salle et on vous apportera des micros pour que vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser. Juste une dernière chose, revoilà Sampé. Parce qu'elle est tellement jolie, cette image que vous avez décrite tout à l'heure. Et elle n'est pas si éloignée de ce qu'on appelait encore, et qui existe toujours, l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'était l'hôpital. Un bâtiment avec les parties strictement médicales et puis la partie hôtellerie. Ça va exister encore, ou est-ce que l'hôpital va devenir un formidable plateau technique tel que M. Marnin qui vient de le décrire, avec des outils très sophistiqués qui vont demander d'ailleurs des opérateurs très pointus? Est-ce que ça va rester l'Hôtel Dieu? Comment vous voyez l'évolution des choses? Je ne vais pas parler de technique médicale, mais je pense que c'est sûr que ça... Bon, les temps de chirurgie sont de plus en plus courts. Le côté hôtellerie a bien diminué. Des opérations où il fallait rester une semaine à l'hôpital, on les fait en un jour. Donc c'est sûr que tout ça a changé. Mais ce que je pense qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'outils et de gadgets qui sont à la portée des gens eux-mêmes pour qu'eux-mêmes puissent monitorer leur propre santé. Donc, on n'a peut-être pas besoin d'aller faire un électrocardiogramme à chaque fois qu'on pense qu'il y a des palpitations. On a un petit gadget qui l'envoie vers le cellulaire, qui peut ensuite l'envoyer au médecin. Et donc, si les médecins acceptent de prendre les coups de fil, en fait, au Liban, ils sont très gentils. Ils prennent beaucoup de coups de fil. On donne son numéro de portable à ses patients. Les médecins répondent. Ça arrive beaucoup plus souvent que dans d'autres pays où on ne communique pas tout ça. Bon, c'est très variable, hein. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont maintenant entre les mains des patients eux-mêmes. La connaissance, les outils, et il y a de plus en plus de choses qui se passent à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Et je voudrais mentionner une chose dont nous n'avons pas parlé, mais qui est vraiment importante à la fois du point de vue éthique et du point de vue des soins eux-mêmes. C'est la question de quand s'arrêter. Quand arrêter les traitements parce qu'on peut prévoir que les personnes sont en fin de vie, et quand est-ce qu'on doit initier des soins palliatifs? C'est une énorme question qui a des ramifications certainement économiques parce que l'acharnement thérapeutique coûte cher, les gens continuent beaucoup plus longtemps qu'il ne faudrait. Et si on pense, est-ce que c'est à l'hôpital ou bien chez soi qu'on aimerait quitter ce monde, la plupart des gens préféraient la deuxième solution. Donc, la fonction de l'Hôtel Dieu comme mouroir va probablement diminuer par rapport à ce que les gens souhaitent et la question des soins palliatifs. Mais je pense que Dominique est bien placé pour... Mais ça rejoint ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur cette relation particulière que vous établissez avec le patient et cette horizontalité que vous avez très bien décrit tous les deux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce système vertical et un peu autoritaire, mais dans un système beaucoup plus partagé au fond. On revient au fait que nous sommes des humains qui travaillons sur les humains. Et la fonction de l'Hôtel Dieu... Il y a eu du bon, mais pas que du bon quand même. Les personnes malades étaient exclues de la société, ou les plus pauvres, et on les laissait à l'hôpital. Donc effectivement, maintenant on parle d'hôpital hors les murs, c'est-à-dire de faire tomber les murs de l'hôpital, puisqu'on va continuer à se soigner, ou pas d'ailleurs, en retournant à la maison, éviter d'avoir des maladies à l'hôpital, et donc on est en grande crise, d'accord ?
grande crise conceptuelle et pratique dans le monde de l'hôpital. Et dans les crises, on peut aller trop loin d'un côté comme de l'autre. Fermer trop de lits d'hospitalisation, ça peut être dangereux. Carla l'a raconté pour l'obstétrique dans le sud marocain, mais c'est vrai aussi chez nous. C'est bien l'hospitalisation, c'est bien de la chirurgie ambulatoire. Sauf que s'il n'y a personne à la maison, si on est tout seul, si la femme est toute seule avec 3 enfants, comment elle fait? Donc il faut que nos systèmes se réorganisent pour accompagner correctement les personnes. La fin de vie, allez, on dit, vous avez vu, on prend de la pudeur, on dit la fin de vie, les soins palliatifs, c'est la mort en fait. Le gros mot, c'est la mort. Comment peut-on regarder sa mort et comment peut-on appréhender la meilleure façon de mourir? C'est compliqué, bien sûr. Ce n'est pas réservé à la médecine. Mais c'est aussi un fait anthropologique. Bien sûr. La mort a disparu de la ville. Moi, j'appartiens, quand j'étais enfant, oui. Vous, le Corse, vous savez ça mieux que tous les autres, quand quelqu'un mourait, tout le monde le savait parce qu'il y avait le drap noir sur la façade, il y avait le corbillard qui passait et qu'on suivait. La mort était dans la vie. Et la mort a disparu de la vie, donc c'est pas un très bon signe pour la vie d'ailleurs. Il faut nommer les choses et dire la mort, parce que la mort, c'est la mort. Voilà, et donc c'est compliqué pour les soignants, bien sûr, de renoncer ou de ne pas avoir été Dieu, puisque la dame de Saint-Pé, elle pensait que c'était Dieu. C'est très compliqué pour les familles aussi, et il faut que nos sociétés acceptent, là franchement, le démédicalisant, d'accompagner les personnes avec dignité dans leur fin de vie jusqu'à la mort. Et là, le sujet, ça peut être de temps en temps à l'hôpital, de temps en temps à la maison, mais avec des soins. Alors les Anglais opposent cure and care, c'est-à-dire prendre soin ou guérir. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on fasse un peu les deux. Et spécialement pour la fin de vie, c'est le care qui compte. Et très honnêtement, c'est assez prédictible. Oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Avec justement toutes les données dont on dispose maintenant, on peut mieux prédire quand est-ce que les gens auront besoin d'un soin différent. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous en prie, vous êtes... Faites-nous, si vous le souhaitez bien entendu, poser des questions, vous nous faites un petit signe et on vous apportera aussitôt un micro. Oui ? Madame ici, s'il vous plaît. Bonsoir, c'était passionnant comme toujours. C'est pas vraiment une question, mais quand même j'ai envie de votre avis. C'est personnel, c'est un tout petit témoignage. J'ai eu un poignet cassé et j'ai été traitée par un orthopédiste, un spécialiste. Et un jour, je vais le voir pour la 2e ou 3e fois et je lui dis, j'ai quelque chose de bizarre là, une grosseur qui est pas normale en dehors qui est sur la fracture. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez regarder? Il me dit, c'est pas la peine. J'ai pas besoin de regarder. Je dis, mais touchez-le, regardez voir. Il me dit, non, c'est pas la peine, j'ai la radio. J'étais extrêmement perturbée. Et 2e expérience, j'étais traitée pour un truc un peu compliqué, des mycobactéries, et c'est un groupe de spécialistes qui me traitaient et qui donnaient les consignes aux médecins de la Salpêtrière, et ils ne me connaissaient pas, ils ne m'ont jamais vue, et bon, voilà, ils m'ont plutôt maltraité. Mais voilà, donc j'ai eu 2 expériences, alors que je suis pour je trouve que la médecine, les progrès, évidemment, c'est merveilleux, évidemment. Mais n'empêche. Enfin, moi, j'aime beaucoup votre témoignage, parce que la médecine, je vais retourner à Hippocrate, mais la médecine, c'est quand même un rapport avec le corps d'une personne. Et de ne pas toucher la personne, c'est juste de la folie. Bon, voilà, je le dis à tous les étudiants, donc je le redis maintenant. Même si on a quelques évidences à la radio, etc. Parce que la personne... Et puis on apprend en touchant le corps, et puis la personne, elle a besoin aussi qu'on ausculte l'ensemble de son corps. Et c'est un acte normal de faire ce corps à corps. Donc les médecins détestent, les malades, pardon, détestent de plus en plus les médecins qui sont branchés sur leur ordinateur et qui ne regardent pas la personne ou qui la touchent.
Dernier point, dans la médecine moderne, et ça c'est un bien, on fait des concertations pluridisciplinaires, c'est-à-dire il y a plusieurs disciplines qui discutent autour d'un cas, chacun donne son avis et on essaie de trouver la meilleure solution pour la personne malade, c'est bien. Simplement, il faut le livrer à la personne malade en la respectant et ne pas dire il y a un jury qui a décidé qu'il fallait vous enlever les 2 seins. D'accord ? C'est-à-dire, on a discuté à plusieurs, qu'il y avait plusieurs options. Voilà, et donc, merci de rappeler que la médecine, c'est un métier de service, au service des personnes et du corps des personnes, et elles ont besoin qu'on s'en occupe et qu'on leur raconte et qu'on le montre, quoi. Voilà. Et comment contourne-t-on, pour prolonger aussi, madame, la question que vous posiez, c'est-à-dire la relation au corps qu'on touche, il y a des cultures, il y a des civilisations, il y a des religions où on ne permet pas de toucher le corps de l'autre. Or, c'est apparemment indispensable pour comprendre. Dans ces cas-là, comment peut-on quand même intelligemment contourner cette situation et arriver à quelque chose ? Bon, le cas classique, c'est les femmes dans les sociétés où il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Elles ne veulent pas qu'un médecin les regarde ou les touche. Bon, il y a des solutions un peu plus simples, c'est de mettre des femmes médecins à la disposition des femmes patientes. Ce n'est pas d'être d'accord avec les inégalités de genre que d'essayer de trouver des solutions pratiques à ce genre de problème. Maintenant, il y a d'autres choses peut-être que vous évoquez qui vont un peu plus loin, où il y a une réticence à se laisser toucher, etc. Mais la médecine a besoin. Oui, bien sûr, évidemment. Je vous en prie, vous nous faites un petit signe si vous le souhaitez. Oui, on va vous apporter un micro. S'il vous plaît, madame qui est là-bas. Vous levez le bras, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Ah, vous êtes nombreux, c'est bien. Merci beaucoup pour, je trouve, cette information, c'était extraordinaire. Et ma question, c'est par rapport aux différentes médecines qu'on trouve dans le monde. Moi, j'y connais rien, mais ce que je vois, c'est le médecin de temps en temps que je vais voir. J'ai pas eu grand-chose de grave pour l'instant. Et à chaque fois, souvent, je ressors avec une liste de médicaments. Je regarde les effets indésirables. Je referme la boîte. Je me dis, bon, celui-là, je ne vais pas le prendre, c'est pas grave. Donc, je ne sais pas si on peut soigner le cancer à coup de brocoli, mais bon, il y a des trucs moins graves et que j'ai l'impression qu'en mangeant, en ayant effectivement, en faisant peut-être du sport. La question, c'est est-ce que notre médecine, j'ai l'impression qu'on est coincé dans, on va soigner à coup de médicaments, des trucs où parfois on pourrait avoir une autre approche. Est-ce qu'il y a une évolution là-dessus ? Voilà. D'abord, un médicament ou une décision thérapeutique, c'est un arbitrage entre des bénéfices et des risques. Donc on va intervenir sur votre corps par rapport à des symptômes et la proposition qu'on va vous faire arbitre pour dire qu'il y aura plus de bénéfices que de risques. Mais c'est une notion purement statistique, ça peut vous ou pas vous convenir. Donc, d'où l'idée aussi que cet arbitrage, il est fonction de la gravité de votre maladie, qu'on nomme plus ou moins. Je vais prendre un exemple stupide qui me concerne directement ce soir. J'ai un rhume. Qu'est-ce que je fais ? Bon, je vis avec mon rhume ou je le traite. C'est mon arbitrage personnel. Voilà, et donc discutez avec votre médecin des avantages et des inconvénients de vous traiter par un principe actif. De temps en temps, c'est indispensable de recevoir le principe actif. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et par contre, il y a des tas d'autres attitudes non médicamenteuses. Alors, les médecins ont été aussi traqués par l'assurance maladie à une certaine époque, maintenant aussi par certains malades très habitués, parce que quand je vais chez le médecin et que je n'ai pas d'ordonnance, il ne m'a pas soigné. Et donc c'est un changement culturel que malades et médecins, vous savez, les médecins, ils s'adaptent aux malades. Hein. Si les malades ne réclament pas de... C'est très compliqué de supprimer des médicaments à un patient qui est habitué. Moi, j'en ai supprimé beaucoup à l'échelle nationale. Je peux vous dire, ça ne m'a pas fait que des amis, mais c'est pas grave. Donc, c'est compliqué et il faut petit à petit aussi le faire. Donc, si on a une règle à donner pour le médicament, c'est le moins possible
de façon la plus précise aussi. Et la frugalité dans l'intervention thérapeutique doit rentrer dans nos nouvelles cultures. Et je suis d'accord que ce n'est pas le cas, on ne la renseigne pas assez aux médecins, du moins en France. Nous consommons une quantité de médicaments colossale. Vous voulez un chiffre? Oui. Alors, chaque Français consomme 50 boîtes de médicaments par an. Et dans la salle, il y en a qui n'en prennent pas. Donc, il y en a qui en prennent beaucoup plus. Et dans ces médicaments, ils ne sont pas tous utiles. C'est quand même un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros aussi. Donc, là aussi, vous avez votre libre arbitre dans la discussion avec votre médecin en disant « Si c'est possible, je ne préférerais pas prendre de médicaments ». Vous pouvez toujours lui demander si les brocolis seraient efficaces. Je ne me mouille pas. J'ajoute juste 2 petits points. Le premier, c'est que votre question touche à un des problèmes qui doit être résolu pour la manière dont les soins sont prodigués. Parce que les médecins n'ont pas beaucoup de temps et ils ne sont pas très formés pour communiquer avec les patients pour tout ce genre de préoccupations qui ne s'expriment pas toujours très bien et qu'eux ne sont pas toujours capables de... c'est-à-dire, ils n'ont pas l'habitude, ni le temps, ni toutes les informations pour anticiper vos questions ou bien vous encourager à les poser. Donc, c'est aussi une question de temps et de communication. Mais le deuxième point aussi qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a une sorte de mythologie des médicaments naturels qui est un marché à eux tout seuls. Hein. C'est pas nécessairement... Et je ne sais pas comment c'est en France, mais aux États-Unis, ce qui est pas un médicament n'est pas soumis à autant de contrôles et d'essais cliniques que ce qui est catégorisé comme médicament. Donc on a toutes sortes de produits qui se vantent d'être des manières naturelles de traiter les choses. Et le cas extrême, c'était en Afrique du Sud, quand il y avait la ministre de la Santé qui ne croyait pas aux antirétroviraux et qui disait aux citoyens sud-africains de manger de la betterave, de l'ail et du citron et je ne sais pas quoi, que c'était ça qui allait traiter le sida. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais ça illustre un petit peu ce manque de confiance dans l'industrie pharmaceutique. On croit qu'ils sont là parce qu'ils veulent donner des médicaments à tout le monde, mais ça va vraiment à l'extrême. Parce que les médicaments, hein, ils ont joué un énorme rôle dans l'augmentation de l'espérance de vie. Ce n'est pas le médicament qui est mauvais, ça dépend toujours, comme on dit. Voilà. Je vous en prie. Oui, on vous amène un micro. Merci pour vos exposés. Ma question relative à la médecine personnalisée, je me demande, c'est le sujet de ma thèse, si quelque part à long terme, on n'aura pas des enjeux également pour les modalités d'incitation des médecins à faire de la médecine personnalisée, parce que les incitations que portent actuellement les schémas de paiement qui sont utilisés dans le monde pour rémunérer les médecins, il y a des études que nous faisons en économie qui montrent que voilà, ça ne produit pas tout à fait les mêmes incitations, qu'on utilise un paiement à l'acte ou un paiement à la performance ou alors un paiement de type capitatif. Est-ce que quelque part à long terme, il ne va pas falloir aussi s'intéresser aux moyens avec lesquels on va inciter les médecins véritablement à chercher l'intérêt du patient à travers la médecine personnalisée? Merci. C'est sûr que le financement des services de santé est un énorme casse-tête, et en particulier pour la manière dont on gère le flux des patients dans les services de santé. Combien de temps il faudrait allouer par visite, etc. C'est des questions super difficiles qui ont un côté de comptabilité, mais aussi un côté éthique. Donc vous touchez à un problème qui est très compliqué. En plus, ce qu'on a maintenant aux États-Unis, pour lesquels beaucoup de médecins trouvent que leur profession est devenue trop difficile, c'est le fait qu'il faille aussi non seulement parler aux patients et être humain, mais il faut rentrer toutes sortes de données dans les ordinateurs pour qu'on ait accès à ces données. Et il y a une sorte de burn-out, de ras-le-bol, de tout ça. Donc,
les médecins, c'est pas facile d'être médecin aujourd'hui. Et c'est pas facile de faire la comptabilité derrière. Alors, on a fait des folies pour essayer de réguler la santé dans le passé. Quand j'étais interne, on a installé le numerus clausus, la sélection, avec une idée simple, c'est il faut diminuer l'offre de soins pour diminuer la demande. C'est une notion un peu... Ça n'a pas marché. Par contre, les soins ont été beaucoup moins offerts à la population et on manque de médecins. Et effectivement, une consultation qui ne se solde pas par une ordonnance est une consultation plus longue, où on discute, et c'est plus facile de faire une ordonnance. Et en plus, refuser une ordonnance à une personne qui en souhaite une, c'est encore plus long. Et donc, il faut qu'on accepte que les médecins, et puis pas eux seuls, les soignants, on a besoin de soignants plus nombreux, plus à l'écoute, qui permettent d'accompagner ces changements par rapport à des personnes qui sont malades, dans la tension, dans l'inquiétude, etc. Alors, est-ce que la rémunération fait partie des incitations? Certes. Mais il n'y a pas que la rémunération. Il y a le respect, il y a la place sociale, de ne pas se transformer purement en bureaucrate. Lorsqu'on écoute les enquêtes qui sont faites sur le burn-out des médecins généralistes, ce qui supporte le plus mal quand même, c'est une mauvaise considération, d'être débordé par les tâches administratives, de travailler tout seul, de ne pas pouvoir échanger et de ne pas avoir assez de temps en fait, pour leurs patients, pour leur formation, pour se tenir à jour. Voilà, alors je ne sais pas si c'est qu'une histoire de rémunération à l'acte ou pas à l'acte. En tous les cas, il faut que les médecins disposent de plus de temps pour leurs patients, c'est indiscutable, les médecins et l'ensemble des soignants. Il faudra aussi considérer que tout n'est pas médical et qu'on n'a pas besoin aussi de gens qui aient des bacs plus 10 pour dire manger des brocolis quand c'est une bonne indication. Franchement, bon, c'est peut-être pas toujours nécessaire. Et peut-être moi je connais moins bien que Carla, mais je suis peut-être plus optimiste sur les pays en voie de développement. De temps en temps, trouvent des bonnes solutions en se passant de médecins. Et il y a des formations d'infirmiers qui sont tout à fait remarquables dans de nombreux pays émergents. En fait, l'une des raisons derrière la victoire contre le sida, c'est en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a task shifting. On a changé les tâches qui étaient celles de médecins, où c'était que eux qui pouvaient prescrire les médicaments. On a formé des personnes soignantes qui n'ont pas toutes ces années et qui pouvaient contribuer à diagnostiquer et prescrire des médicaments pour le sida. Le Malawi a fait par exemple un travail remarquable là-dessus, mais beaucoup de pays d'Afrique ont fait ça. Et je pense que d'autant que les patients en savent de plus en plus, on peut changer un petit peu la manière dont l'architecture des soins. Une question encore? Oui, monsieur. On vous apporte un micro tout de suite. J'ai déjà un micro. Ah pardon, madame, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Non, mais... Bonjour, donc merci pour vos témoignages. Moi, je voulais revenir sur deux passages que vous avez partagés avec nous sur la question de la décision partagée avec le patient et sur le fait qu'on avait des nouvelles relations de partenariat. Donc moi, de mon expérience avec les médecins, j'ai pu voir quand même des choses très variées sur les questions de partenariat. On voit aussi que ça demande tout un processus qui se met en place, et vous parliez notamment de pouvoir être formé, et que les médecins n'étaient pas forcément formés à ça. Il y a des techniques qui existent, on le développe énormément avec des outils d'intelligence collective aujourd'hui, qui est un peu le mot à la mode, mais il y a quand même réellement des techniques derrière. Et je voulais savoir, moi je connais un exemple de centre d'excellence de partenariat patient-public qui se trouve au Québec. Est-ce que des démarches similaires sont portées à Marseille? Je sais qu'il y a quelques démarches qui sont lancées au niveau national, mais pas au niveau de ce que je connais au niveau du Québec. Et du coup, je voulais avoir votre retour d'expérience là-dessus et de voir s'il y avait des travaux de recherche et des expérimentations en France ou à l'étranger, parce que du coup, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Alors, il est clair que dans le domaine du cancer, que celui que je connais dans le centre de lutte contre le cancer, la présence et le savoir des patients est très utilisé par diverses approches. Le premier, c'est
il y a un comité de patients, des gens qui savent ce que c'est. Et quand un urologue leur parle de leur prostate, ils disent « Je suis désolé, moi j'ai un cancer de la prostate. Je suis capable de dialoguer et de parler des effets secondaires. » Donc la confrontation avec des comités de patients qui sont un peu dégagés de la vulnérabilité qu'on a lorsqu'on a l'annonce d'une mauvaise nouvelle est un point très très important, et les médecins rencontrent, chaque fois qu'ils font des nouvelles techniques, ils échangent avec le comité de patients qui leur pose des questions idiotes, mais bon, des vraies questions. Et ça, je crois que la pratique de ce type d'échange forme beaucoup. Il y a des sessions de formation à la décision partagée, hein, bien sûr. Voilà, il y a des tas de travaux de recherche et de publication. Et il y a la mobilisation, nous on l'appelle plutôt sous le terme un peu générique de démocratie sanitaire. Et je vous cite un exemple, par exemple, monsieur a parlé des effets secondaires des médicaments. Figurez-vous que les médicaments anticancéreux sont très bien tolérés, puisque personne ne déclare les effets secondaires. Le message, c'est que les médecins les supportent assez bien, puisqu'ils ne font pas des déclarations aux autorités réglementaires en pharmacovigilance. Et donc, on a pu inverser ce processus en formant, avec le soutien des médecins, des infirmières, en formant des bénévoles, des comités de patients, qui discutent avec les patients pour savoir si par hasard ils n'auraient pas des effets secondaires. Je peux vous dire qu'ils en ont. Et du coup, ils les déclarent à l'Agence de sécurité du médicament et à l'Agence européenne. Et donc, ça, ce sont des travaux pratiques qui permettent d'utiliser le savoir patient dans la vie quotidienne et qui peuvent aider à une meilleure acceptabilité. Et ça ne lève rien à la confiance. Et les dernières expériences qui sont en cours là, qui sont vraiment dans une recherche un peu plus approfondie, c'est travailler sur la verbalisation des scénarios d'annonce d'une mauvaise nouvelle, qui sont malheureusement assez fréquentes chez nous. Et l'attitude de la personne qui annonce une mauvaise nouvelle est évidemment assez déterminante dans la manière dont elle sera reçue, et qui se fait avec des équipes de neuro et d'intelligence artificielle, puisqu'il y a des tas de scénarios qui sont possibles et pour lesquels on préfère que les futurs étudiants soient formés à blanc avec des scénarios, encore une fois, de robotique et d'intelligence artificielle, plutôt que de l'expérimenter à la sortie d'un bloc opératoire en annonçant une catastrophe à une famille. Voilà. Alors, c'est pas parfait, c'est pas inclus dans... À mon sens, il est impossible de dissocier de la pratique. Il faut que ça se passe dans le lieu où les médecins exercent quand même, pour qu'ils puissent rencontrer directement les personnes, et il faut qu'ils soient coachés. Et puis les médecins sont comme les autres, ils ont peur. Ils ont peur de la mort, ils ont peur des mauvaises nouvelles. Ils préfèrent être Dieu. Ah oui. Que le diable qui va annoncer une mauvaise nouvelle. Donc ça suppose du soutien ou de la formation. Et vous avez raison de mentionner qu'on ne progressera que comme ça aussi. Si les acteurs des soins, pour qu'ils soient plus bienveillants, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient le temps, il faut qu'ils puissent souffler de temps en temps. Monsieur, je crois que vous leviez le bras tout à l'heure. Oui, et nous finirons avec vous, madame, ensuite, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'on peut amener un micro à monsieur, s'il vous plaît? Ah, vous l'avez, très bien. Donc, monsieur Marninky, vous avez parlé de médecine préventive, et à ce sujet, j'aurais souhaité avoir votre point de vue sur la vaccination, surtout sur le futur de la ou des vaccinations. D'abord, madame, en tant qu'épidémiologiste, et vous, en tant qu'ancien directeur de l'Agence du médicament. Merci. Bon, ça mériterait probablement toute une autre session, mais en bref, la vaccination a très grandement contribué à la chute de la mortalité infantile qu'on a vue. Il y a des études qui montrent qu'il y a quelques siècles, le tiers des enfants mouraient avant l'âge d'1 an. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, c'est à moins de 5 pour 1000. Il y a des pays en Afrique où ça reste élevé, 12-13%, dans un des pays, je crois que c'est la République centrafricaine, mais c'est la vaccination qui a très grandement contribué à ça. Donc c'est indéniable que c'est important. Maintenant, il y a tous ces mouvements de contestation de la vaccination, en fait, qui sont en partie, qui ont été causés par
fake science. On parle de fake news, c'est du fake science. C'est une étude en partie qui avait été publiée dans une très grande revue et qui a été rétractée plus tard parce qu'elle avait dit que c'était certains produits qui sont dans les vaccins qui ont causé l'autisme, etc. Et en fait, c'était tout à fait faux. Ça a été rétracté, l'article a été enlevé, mais le dommage a été fait. Et ensuite, c'est aussi lié à, on parlait du politique, le manque de confiance dans la vaccination reflète d'une certaine manière un manque de confiance dans son gouvernement, dans les institutions qui exécutent les programmes de prévention. Il y a des cas, des situations, par exemple en Afrique, où à cause de la colonisation, on pensait qu'ils venaient prendre votre sang, etc. Donc c'est vraiment, ça illustre ce dilemme de la confiance dans l'État. Et il y a des manières de combattre ça, je pense, avec des données un peu plus précises, avec des campagnes, etc. Donc je pense que c'est pas ingérable. Moi, je suis très favorable à la vaccination parce que c'est de la médecine préventive. Mais effectivement, c'est un peu plus compliqué que de la médecine curative puisque on donne un principe actif à des personnes qui ne sont pas malades pour prévenir une maladie qu'elles n'auront peut-être pas. Donc, elles n'en verront jamais le bénéfice individuel. Et par contre, si elles ont un effet indésirable, elles l'attribueront immédiatement à la vaccination. Il faut savoir que c'est un type de pratique réglementaire et médicale qui est parfaitement normé. Les vaccins sont suivis beaucoup plus que les autres médicaments à l'échelle de la planète. Quand on parle d'utilisation d'un médicament, souvent on a des données sur 10 000 personnes. Là, c'est sur 10 millions. Et avant même que le produit soit commercialisé, il est suivi au fur et à mesure. Donc, c'est une révolution qui est ancienne, et il est dramatique que dans le pays de Pasteur, on est à nouveau autant de déni de la vaccination, qui est de stimuler le système immunitaire de façon très spécifique contre une maladie, et de temps en temps avec un agent adjuvant, et de temps en temps qui est l'aluminium. Alors on le disait l'autre jour lors d'un débat, l'aluminium qu'il y a dans un vaccin est 1000 fois inférieur à l'aluminium que vous buvez dans un café fait avec une capsule Nespresso. Voilà. Donc effectivement, si vous craignez beaucoup l'aluminium, c'est pas le vaccin qui va vous en apporter le plus. Donc on a laissé monter trop de fausses nouvelles, fausses de croyances, par peut-être une certaine lâcheté aussi politique. Bien sûr, on n'a pas été assez transparent, c'est vrai, et puis on l'est de plus en plus maintenant. Et donc les données sur les vaccins sont accessibles à l'ensemble des gens qui veulent les regarder. Les journalistes d'investigation s'y sont penchés, puisque c'est accessible sur le site de l'FDA, le site de l'Agence européenne. Voilà, après les données ont la vie dure quand même. Les vaccins font plus de bien que de mal. Et donc à partir du 1er janvier, la vaccination sera obligatoire pour 11 vaccins pour tous les enfants en France. Et ça va éviter des morts dans notre pays. Et le dernier point, et c'est vrai que, bon, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais quand on vaccine c'est efficace pour se prémunir, mais c'est surtout efficace pour éviter une épidémie. Et la néo-tendance quand même de ces dernières années a consisté, avec un égoïsme assez scandaleux, à dire pas la peine que je vaccine mon enfant, les autres vont vacciner les leurs. Et donc il ne sera pas exposé à des maladies. Et on a vu réapparaître la rougeole, réapparaître des morts de rougeole, et il est du devoir de l'autorité sanitaire de prendre une décision qui s'applique à l'ensemble de la collectivité. Comme l'a dit la ministre, bien évidemment, les personnes sont libres de ne pas vacciner leurs enfants. Elles sont aussi d'ailleurs, leurs enfants ne seront pas reçus dans les écoles publiques non plus, pour ne pas transmettre de maladies aux autres enfants. Je vous en prie, madame. Oui, merci. Merci pour ces partages. Puisque vous parliez d'une médecine qui va se mondialiser, je voulais savoir s'il existe déjà, ou si on peut mettre en perspective une médecine qui va aussi s'enrichir des différentes médecines dans les différents pays.
Par exemple, je sais qu'en Inde, pour l'avoir fréquenté, il y a un hôpital qui pratique à la fois la médecine occidentale, en termes notamment de chirurgie, etc., mais qui a gardé toute sa connaissance ayurvédique, de médecine traditionnelle. Monsieur faisait référence au brocoli, mais derrière, il y a vraiment des vraies connaissances. Hein. Si on veut traiter un patient avec l'alimentation, c'est pas au hasard de ce qu'on a lu. Donc, est-ce qu'on peut espérer que les médecins de demain vont pouvoir avoir une formation suffisamment fine sur différents aspects? Voilà. Est-ce que la formation du médecin va aussi s'internationaliser? Je commence, puis Carla qui a une vue plus mondialiste. Honnêtement, tout est ouvert pour la connaissance. Le fondement de la médecine occidentale, enfin, que beaucoup d'entre nous revendiquent, c'est une médecine fondée sur les preuves. Donc il faut des preuves d'efficacité pour recommander une attitude de prévention ou de traitement ou de l'utilisation d'un principe actif, qu'il s'agisse d'un produit d'origine végétale, chimique ou autre. Et donc, il y a beaucoup d'organisations publiques, dont les nôtres, qui soutiennent des études pour essayer de guérir le plus de maladies et avec le moins d'interventions possible. Voilà, et donc c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut en établir des preuves. Donc il n'y a pas d'opposition, il y a simplement des obligations réglementaires et je dirais aussi d'éthique qui veulent qu'on n'utilise que les substances pour lesquelles on a des preuves de leur efficacité. Alors les preuves, ça veut dire quoi? Ça signifie une analyse scientifique publiée dans des revues scientifiques à comité de lecture, parce que c'est le moins pire en termes de la possibilité d'auditer les données, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas eu des erreurs ou des manipulations. Et ensuite, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Et honnêtement, il n'y a aucune opposition entre la chimie, la biotechnologie, les produits venant des aliments, des alicaments. Pourquoi on a beaucoup préféré la chimie et on le préfère encore? Parce que c'est plus facile à doser. On dose un principe actif. Si vous voulez prendre de l'aspirine, c'est plus facile de prendre l'aspirine en cachet ou en suspension, qui est en milligrammes, plutôt qu'en infusion de feuilles de sauge, parce que c'est moins facile à doser. Voilà, ce qui ne veut pas dire que le principe actif ne s'y retrouve pas. Bon, personnellement, je n'ai pas d'idée. Et dès qu'il y a des données qui sont accessibles, elles sont utilisées. Ça a été le cas pour la médecine chinoise, où il y a de grandes découvertes qui ont été faites à partir de données qui venaient de la médecine chinoise, mais qui ont fait l'objet de validation par des preuves. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, il y a certainement eu certaines pratiques qui sont venues des médecines autres. Par exemple, le fait de mettre le bébé contre la peau de sa mère, qui était c'est venu d'Amérique latine, où c'était vraiment une pratique qu'on faisait pour améliorer la santé en fait de l'enfant. Donc il y a des pratiques qui sont venues de Chine aussi, mais comme disait Dominique, c'est sujet à des essais randomisés pour s'assurer que ce n'est pas aléatoire qu'on ait obtenu ce résultat dans un contexte particulier. Il faut s'assurer que ça marchera de la même façon si on le fait de la même façon ailleurs. Donc il y a des critères pour décider. Il y a une pratique en Chine de brûler, ça s'appelle la moxibustion, on brûle quelque chose et on essaye de changer la position du fœtus. Il y a des essais randomisés qui essayent de voir est-ce que ça marche ou pas. Donc on peut mettre à l'épreuve de ces essais randomisés les pratiques autres. Mais là où ça ne marche pas toujours, c'est quand on dit oui, mais ces preuves-là, elles ne marchent pas pour ça. Vous êtes en train de soumettre des pratiques qui viennent de l'Antiquité, qui ont fait leurs preuves historiquement. Vous êtes en train de les soumettre à des tests inadéquats. Mais malheureusement, pour la médecine moderne, c'est comme ça. Alors, dans toute décision ou dans toute science, il y a un mélange de connaissances, il y a un mélange de croyances et aussi un mélange d'émotions. Donc il faut essayer de trouver une attitude qui soit la plus raisonnable et adaptée aux personnes.
un de nos soucis aussi, c'est d'éviter les pertes de chance. Quand il y a un principe actif efficace contre une maladie, il faut essayer de convaincre la personne que c'est ce produit-là qu'elle doit avoir pour éventuellement sauver sa vie. Mais selon le niveau d'atteinte de la santé de cette personne, elle peut garder, enfin, elle garde toujours sa propre liberté. Pour l'instant, quand même, on a plus de problèmes pour avoir un accès mondialisé aux biens venant de la science et de la connaissance que l'inverse, mais on a beaucoup à apprendre de toutes les civilisations et de toutes les traditions, c'est absolument indiscutable. Merci madame, merci monsieur. Merci, merci surtout pour le travail que vous faites. Et j'ai compris aux questions qui étaient posées ce soir que beaucoup d'entre vous dans cette salle partagent ce métier magnifique qui est celui de soigner, de traiter, de s'intéresser à l'autre. Quelques mots pour vous donner les prochains rendez-vous. Nous allons passer les fêtes et nous nous retrouverons le mardi 13 février à 19h, toujours dans ce théâtre très sympathique, pour le deuxième cycle des rendez-vous de demain. Et nous parlerons ce jour-là de quelles énergies pour demain, au moment d'ailleurs où la question des énergies s'inscrit au plus haut niveau dans le débat sur les enjeux environnementaux. Le mardi 13 mars, ce sera quel style de vie demain en Méditerranée. Et puis le 24 avril, alors là, il y aura de quoi dire, hein. Quels grands défis politiques et internationaux demain en Méditerranée. D'ici là, il sera probablement passé encore beaucoup de choses. Et puis un tout dernier mot pour vous dire que si vous le souhaitez, tout ce que nous avons échangé ensemble et partagé ensemble ce soir, vous pouvez le retrouver sur le site de France Culture. Et puis aussi la bonne nouvelle pour nous, puisque notre ambition, mais ça vous le savez, Monsieur Marninky, c'est de faire de ce théâtre une sorte de TNP de la science. Alors, il ne faut pas se payer de mots, mais la rendre la plus accessible et la plus communicable possible. Eh bien, on va bénéficier d'un partenariat avec France Bleu. Ce qui est bien, ce qui va multiplier la caisse de résonance. Voilà. Très bonne soirée à vous tous et merci pour la qualité de votre écoute.